Je recommence. Ok, bonjour à tous, c'est Lisa. Ce soir, je suis avec Maya, Hello. Thomas, Salut. Stéphane et Gaëtan. On va vous Bonsoir. parler musique. Donc, on va aborder deux grands thèmes, les rééditions d'albums et les concerts en Belgique. On va commencer par Gaëtan qui va nous faire une petite chronique sur les vinyles, nous expliquer un petit peu leur essor et tout ça. Ensuite, Thomas qui va nous parler des rééditions. Entre les deux sujets, on va faire un quiz pour tester nos connaissances musicales. Et enfin, Stéphane nous parlera des salles de concert en Belgique. Et à la fin, on va organiser un blind test. Ouais. Top. Donc, on commence par l'essor des vinyles. Donc, ils accompagnent souvent les versions CD ou les albums en streaming. Et Gaëtan va nous en dire plus sur les vinyles. Oui, les vinyles, on peut se dire que c'est un vieil objet qui appartient au passé. Mais en fait, pas du tout. On voit que c'est très, très actuel. Quand on va chez un disquaire actuellement, toutes les nouvelles sorties qu'on voit affichées, c'est à chaque fois les vinyles parce qu'en fait, ça présente super bien. Et c'est un énorme business actuellement. Parce que rien qu'entre 2020 et maintenant, le nombre de vinyles vendus est en augmentation de 78%. Et ça représente un chiffre d'affaires de 8,7 millions d'euros rien qu'en Belgique. Donc c'est tout un business. Quand un artiste sort un album qui est pressenti à succès, le label s'empresse d'éditer une version vinyle. Et il faut dire que l'objet il attire parce qu'il est beau. Et parce qu'on se dit qu'avec ça, en fait, on a un meilleur son, parce qu'il y a un grain, il y a un certain charme dans l'écoute. Et c'est quoi la différence du coup qu'on écoute un vinyle là ou un 33 tours ? La différence entre écouter un vinyle ou écouter sa musique sur Spotify ou sur CD, c'est que le vinyle, c'est une reproduction analogique de la musique. Donc ici, ça risque d'être un peu technique, désolé, mais il faut comprendre qu'en fait, le son qui nous parvient des baffles, c'est le résultat direct de la vibration de la petite pointe qui touche le vinyle, qui suit en fait les sillons qui sont creusés dans la platine. Et cette vibration va directement se transcrire en ondes. Et alors quand les vinyles étaient la seule technologie pour écouter la musique, la prise de son, elle était aussi analogique. Donc ça veut dire qu'on écrivait le son sur des bandes et la fidélité du son en fait était maximale. Okay. Pourquoi une fidélité maximale ? Fidélité maximale parce qu'il n'y avait aucune perte en fait de la bouche du chanteur ou de la chanteuse par exemple jusqu'au baffle, tout le son était toujours repris fidèlement, c'est-à-dire que il y a le micro d'abord qui prend les vibrations, qui les transforme en courant électrique et puis qui écrit cette vibration sur la bande. Et donc on n'a aucune perte, tout est pris de A à Z, enfin vraiment tout le signal est gardé. Mais maintenant, en fait, qu'on a le numérique, c'est tout différent. Parce qu'on doit échantillonner les sons, c'est ce qu'on voit en Hertz, souvent 44.1 ou 48. Et la technologie est toute différente, quoi. Et donc on n'a plus cette fidélité. Ok, donc maintenant on doit écouter notre musique en analogique et en numérique. Et ça donne quoi exactement ? C'est ça qui pose question. Maintenant qu'on a les deux technologies qui sont présentes en même temps, est-ce qu'on a encore les avantages de cette fidélité ? Ça dépend des cas en fait. Et il ne faut pas non plus croire que parce que le vinyle peut être analogique, c'était d'office mieux avant. Parce que maintenant qu'on peut traiter le son numériquement, on a un panel de possibilités, une inventivité qui est poussée au max. Donc il faut quand même nuancer. Mais en fait, ce qui arrive souvent, on est allé chez un disquaire et il nous a expliqué que quand on sort des vinyles actuellement, on prend plus le son de manière analogique parce que la plupart du temps maintenant le son il est destiné à nos fichiers MP3 ou Wave qu'on a sur Spotify et donc on fait une copie de ce son digital et on le met en vinyle et donc on perd tout à fait l'avantage de ce qu'est le vinyle à la base, c'est-à-dire vraiment ce son très fidèle et très nuancé pour avoir un son numérique compressé dont le signal en fait n'est pas approprié. Et voilà, on entend rarement la différence en fait, parce que pour entendre vraiment ça, il faut un dispositif sonore qui est de super qualité, donc c'est pas en écoutant en Bluetooth quelque part qu'on va entendre une différence, quoi. Ok, mais du coup, tu es en train de dire que quand on achète un vinyle, c'est un peu une arnaque, c'est plus de la com que autre chose ? C'est malheureusement souvent le cas, au risque de décevoir les nostalgiques du vinyle. Mais on peut quand même citer certains albums
comme Random Access Memories de Daft Punk, où là, clairement, on a eu une prise de son qui a été analogique, donc ils sont allés dans des anciens studios, ils ont pris le son sur des bandes et ils ont fait un traitement différencié, un mastering pour l'analogique, donc pour le vinyle, donc avec un pressage vraiment adapté à ce support, et un pressage numérique pour qu'on l'ait sur les plateformes. Mais ça prend du temps, il faut un ingé son qui se penche dessus, c'est pas juste remettre le son de l'un sur l'autre et faire quelques modifications, c'est vraiment un truc qui nécessite un savoir-faire vraiment complexe. Et donc, le disquaire nous disait, lui qui a des oreilles assez aiguisées et qui a l'habitude et qui a un dispositif assez, de son assez correct pour entendre la différence, il nous disait que la plupart des vinyles, en fait, c'était vraiment un copier-coller du son. Et donc, on pense en achetant le vinyle qu'on aura un son de super bonne qualité. Et en fait, on a quelque chose qui a été tout simplement copier-coller. En plus de ça, c'est inadapté, comme je l'ai expliqué. Et donc, oui, ça peut souvent être une arnaque, malheureusement. Mais bon, l'objet, il est beau. Il fait des belles affiches dans nos chambres et donc l'industrie musicale, elle adore quand même nous faire acheter ça. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande si tu aurais d'autres exemples que Daft Punk pour savoir. Il y a déjà tous les artistes qui vont enregistrer leur musique en analogique. Donc en fait, il y en a qui se donnent la peine de vraiment faire les deux. Je pense à Mark Knopfler par exemple, où là on voit clairement quand il est en studio, il joue avec les deux technologies en fait. Il enregistre ses guitares sur une carte son numérique et aussi sur des bandes. Et donc comme ça laisse... Là, c'est des artistes qui ont le temps, qui ont déjà tellement fait leurs preuves qu'ils ne doivent plus trop penser peut-être au marketing, qu'ils se permettent de prendre ce temps avec des ingé-sons, des producteurs, pour faire ce traitement qui prend du temps et qui nécessite une main-d'œuvre vraiment qualifiée. Et donc oui, j'ai Mark Knopfler en tête qui fait comme ça des prises de son encore sur des bandes, mais sinon non, j'ai pas d'autres actuellement là, je sais pas. Il faut demander à des professionnels. On aurait voulu avoir des pros sur le plateau pour pouvoir nous en parler, mais malheureusement on a recueilli ce qu'ils nous ont dit, on a essayé de comprendre et voilà, mais sûrement qu'il y a quand même pas mal d'artistes qui se donnent encore ces moyens là. Ok, merci. Super, merci. Avec plaisir. Donc maintenant on va passer au sujet de la réédition. Tout à fait. Donc surtout avec la sortie vendredi dernier de l'album 95 La Suite de Angèle, qui est une réédition, on s'est posé la question un peu de à quoi ça servait, pourquoi il y en avait autant, surtout en ce moment. Et du coup, Thomas, tu vas nous parler un peu de l'histoire de ces rééditions, quand elles sont arrivées, comment ça se passe. Eh bien, en fait, on pourrait penser que les rééditions est un phénomène assez récent, vu qu'elles se multiplient ces dernières années, surtout sur la scène francophone, mais au final, elles ont déjà pas mal de vécu. Donc, je pense par exemple aux Beatles, qui est quand même un groupe mythique. En 1973, ils ont sorti un style de double album, donc appelé Red Album et Blue Album, et où en fait, ça va être tout simplement une compile de leurs tubes sortis dans les années 60. Donc là, par exemple, c'est un exemple que dès les années 70, on commençait à faire des rééditions. Et même plus récemment, pour parler des Beatles, donc en 2022, il y a la réédition de l'album Revolver qui était auparavant sorti en 66, qui est sorti justement cette année, appelé la Revolver Super Deluxe. Et là, par exemple, on peut y retrouver le mix mono original de certains sons, des enregistrements de sessions, des démos inédites et même 2 EP. Le projet initial, donc sorti en 66, faisait plus ou moins une trentaine de minutes. Tandis que là, ça monte quand même à 2h30, donc ça offre 2 heures de contenu inédit, ce qui est quand même pas mal. Par l'exemple des Beatles, ça montre que surtout la réédition, c'est un moyen de découvrir ou redécouvrir des morceaux. Mais ce format va aussi énormément se diversifier sur la scène francophone, et donc des artistes vont se permettre du contenu quand même assez original. Donc là, il y a par exemple un exemple qui me vient en tête, c'est Damso. En fait, le 18 septembre 2020, il va sortir son 4e album, Calf. Et évidemment, quelques mois après, ce sera suivi de sa réédition, Calf Infinity. Mais en réalité, Calf Infinity, c'est en fait la suite d'Ipséité qui était sortie 4 ans plus tôt. Je ne sais pas si vous me suivez là du coup. Ou... Tu peux peut-être expliquer pour les gens qui ne connaissent pas trop Damso. Ouais, c'est compréhensible. Donc, en fait, Ipséité qui était sorti 4 ans plus tôt, tous les morceaux, donc les 14 morceaux, étaient accompagnés d'une lettre de l'alphabet grec. Et en fait, les 10 morceaux qui sont sortis pour la réédition de Calf étaient eux aussi accompagnés de cette lettre. Et donc, en quelque sorte, ça complétait l'alphabet. Et la symbolique va même plus loin, puisque les 2 albums sont sortis à 28 avril. Sauf que là, évidemment, il y avait 4 ans d'écart. Voilà.
Donc, ouais, là je m'embrouille un peu, désolé. Alors, C'est du direct. ouais, évidemment. C'est pas évident. Donc, en fait, le schéma utilisé par Damso est un peu le schéma classique. Donc, c'est-à-dire qu'un projet va sortir, on va attendre quelques mois et la réédition sort. Bien souvent, ce sera avant les fêtes de Noël, même si là, évidemment, ce n'est pas le cas pour Damso, vu que c'est sorti en avril. Mais en fait, certains artistes vont se permettre des délais plus courts, voire même beaucoup plus courts. Donc là, je pense à Nekfeu, qui en 2019 va en fait sortir Les Étoiles Vagabondes, un album qui fait quand même 18 morceaux, donc c'est quand même pas rien. Mais seulement 2 semaines après, eh bien, l'expansion de ce même album va sortir. Et où en fait, les 16 morceaux ajoutés à l'album de base vont être intercalés au sein de l'album. Et donc, certaines transitions vont changer, ce qui est quand même assez inédit, on va pas se mentir. Ouais, moi, je me demandais à quoi ça servait de sortir un album, enfin une réédition si Mhm. tôt, alors que peut-être tout le monde n'a pas le temps forcément d'écouter déjà bien l'album et hop, une réédition vient. Est-ce Ouais, que ouais. c'est pas un peu rapide? Bah alors, évidemment, ça peut paraître un peu bizarre de sortir une réédition seulement 2 semaines après. Mais en fait, c'est parce que les ventes ont pour habitude de s'essouffler après 2 semaines. Et donc, on va dire que si Nekfeu décide de sortir son album, c'est tout simplement pour rester sur le devant de la scène. Et d'ailleurs, il est même pas rare que certaines rééditions sortent parfois la même semaine que le projet initial. Mais alors là, vraiment, c'est juste pour des intérêts économiques. Donc, ça va être juste un booster de vente, puisque les ventes d'une réédition vont être cumulées à la vente du projet initial. Et étant donné que les ventes de la première semaine sont les plus importantes, bah, il est normal qu'on veuille les gonfler. Alors, ce qui est aussi important pour les rééditions, c'est tout simplement... Ouais, désolé. T'inquiète. Alors, évidemment, on peut se permettre un délai beaucoup plus court, donc 2 semaines, mais par contre, un délai plus long, là, c'est quand même un risque. Donc, parce qu'évidemment, vu le nombre de projets à rap qui sortent par année, eh ben, évidemment, un projet va en quelque sorte un peu perdre de l'audimat. Et donc, c'est ce qui est arrivé avec Caris. Donc, en 2013, il va sortir son album culte Or Noir. Et 6 ans après, il va sortir la 3e édition de ce même projet. Et ben, résultat, ça va être un flop, on va dire, monumental. Surtout quand tu compares au projet initial. Parce qu'en fait, le projet initial avait fait 19 000 ventes la première semaine. Et là, le 3e projet va au cumulé faire seulement 13 000 ventes. Ça fait mal, je Ouais. pense. Voilà. Ouais. Donc, en plus du délai, ce qui est important, c'est le nombre de pistes ajoutées à cette réédition. Et où là, ben, par exemple, l'homme pâle va aussi se foirer. Parce que donc, lorsqu'il a sorti Flip, il va annoncer par la suite la réédition de Flip. Et donc, au total, 12 morceaux vont être ajoutés. Donc, alors évidemment, les fans étaient ravis parce que 12 morceaux, c'est quand même conséquent. Mais en fait, sur ces 12 morceaux, ben, il n'y avait que 3 inédits. Et le reste, ben, c'était des versions acoustiques ou instrumentales de ces anciens morceaux. Évidemment, les fans étaient un peu déçus. Mais heureusement, ben, il a su remonter la pente puisque l'album sorti après, donc Janine, a eu aussi droit à sa réédition, nommée Amina. Et là aussi, 12 morceaux annoncés, mais là, 7 inédits au total. Donc là, il a su prendre en compte, vu que 7 à 8 morceaux ajoutés, c'est plus ou moins la moyenne pour une réédition. Alors évidemment, quand on évoque les rééditions, on ne peut pas passer à côté des intérêts économiques, car qui dit réédition dit nouvelle promo et même nouvelle tournée pour certains cas. Ouais, il y a d'ailleurs Orelsan là, qui a sorti sa réédition et qui est actuellement en tournée pour sa Ouais, réédition. c'est ça. Bah, je pense que ce surnom ne lui plairait sûrement pas, mais Orelsan, c'est un peu le roi de la com. Donc déjà avec son premier album, c'était quand même fameux, puisqu'il est venu d'abord avec un documentaire qui retrace un peu tout son parcours. Évidemment, quand on sort un documentaire comme ça, la hype était un peu à son comble. Et là, il en profite pour annoncer un album. Et en plus, il propose un disque différent pour chaque morceau de son album. Alors évidemment, les ventes vont gonfler. Et ça va même devenir l'album le plus vendu en France en 2021. Il va reprendre plus ou moins le même schéma pour sa réédition, puisqu'en fait, il va sortir une 2e partie au documentaire qui se concentre en fait sur la création de Civilisation. Dans ce documentaire, on peut entendre des morceaux qui en fait n'ont pas été gardés. Et donc, quelques semaines après, il va annoncer la réédition où justement, on va pouvoir écouter ces morceaux qui ont totalement disparu du projet. Et donc, ben, là, comme Lisa l'a dit, Orelsan est en tournée. Et évidemment, c'est sold out dans la presque totalité de ses dates. Il est même venu 2 jours de suite au Palais 12. Je ne sais pas si vous avez été... Non, Pas moi. non. Non. Bah, je peux vous dire que vous avez raté quelque chose, mais bon, ça... Voilà. Excuse-moi, Thomas. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc pour conclure ce gros laïus sur les rééditions, en fait une réédition ça va servir d'étoffer une œuvre
de surfer sur la vague du succès d'un projet. Les risques sont quand même importants. Moi, je pense que Caris et Lompal pourront vous en parler mieux que moi. Et ouais, en fait, il faut juste trouver la bonne combinaison entre qualité, quantité et timing, surtout. Ok. Ok, merci. Donc, en parlant encore Noël, réédition, avec Maya, on est allé rencontrer un disquaire pour savoir un peu ce qu'il avait à nous dire sur est-ce que ça marchait vraiment, est-ce que du monde allait acheter vraiment des vinyles, des rééditions, et on écoute ce qu'il a à nous dire. Sous le sapin, le 25 décembre. Et bien sûr, comme les albums sont de bons cadeaux, beaucoup choisissent de sortir leur réédition à l'approche des fêtes. Album anniversaire, version de luxe ou encore morceaux bonus, toutes les excuses sont bonnes. Les rééditions sont généralement à des dates anniversaires ou à l'approche des fêtes, comme vous le dites. Mais maintenant, ça s'étale sur toute l'année, c'est pas spécifiquement juste avant les fêtes. Avant les fêtes, on assiste souvent à des éditions un peu spéciales, augmentées. C'est-à-dire qu'au niveau du marketing, par exemple, un disque qui a très bien marché il y a 6 mois va ressortir avec des bonus et tout, au niveau, pour évidemment essayer que le fan achète 2 fois le même disque, avec quel titre en plus. Et sinon, il y a les habitués de fin d'année, il y a, surtout en chanson française, les artistes veulent tous être présents sur le marché. Les grosses locomotives sortent leurs disques en général vers novembre pour être bien placés, déjà introduits sur le marché pour les fêtes. Le produit disque, que ce soit vinyle ou CD, reste encore un cadeau qu'on offre très souvent. D'abord parce que par rapport à d'autres cadeaux, c'est encore abordable. Par rapport à un parfum, je veux dire, ou un kilo de praline, ça reste abordable. Ou un livre, à la limite, le disque est moins cher que le livre. Et en général, ça fait plaisir. Et comme les vinyles sont très à la mode, tout le monde s'y met. C'est un marché où pendant toute une période, on ne faisait plus les vinyles. On les a pas fait pendant presque 15 ans. À part pour les discothèques, mais là c'était plutôt la musique de danse. Donc actuellement, il y a des vinyles qui sortent qui n'étaient même pas édités à l'époque en vinyle. Parce qu'évidemment, si on les réédite, on réécoute les Beatles, ils existaient en vinyle. Au départ, il n'y avait que du vinyle. C'est le CD dans les années 80 qui a supplanté le vinyle. Mais pendant à peu près une dizaine d'années, il n'y avait presque pas de vinyle. Les artistes sortaient leurs disques en CD. Et donc maintenant, on réédite même des vinyles qui n'existaient pas. C'est même pas de la réédition. On crée un vinyle à partir d'un CD qui existait à l'époque. Mais tout cela n'est pas seulement pour l'argent. L'industrie, comme vous le savez, maintenant le vinyle a repris à fond depuis 5-6 ans. Il y a des disques qui sont très rares, qu'on trouve sur les marchés parallèles, enfin sur Internet, à racheter à des particuliers. Mais les firmes s'intéressent aussi à toutes ces démarches de particuliers. Donc quand ils voient qu'un disque atteint une cote un petit peu impayable, certains rachètent les droits pour rééditer des disques qui sont intéressants aussi. Donc il y a des disques qu'on ne trouvait pas pendant des années qui ressortent maintenant. C'est pas spécialement du marketing, c'est parce qu'il y a un intérêt du public. Le public cherche ces disques-là, on ne les trouve plus, et alors on les réédite. C'est aussi des rééditions. Alors mouvement marketing ou réel intérêt musical, tant qu'il y aura des clients, il y aura des rééditions. C'était avec André, le disquaire de Caroline. Donc j'espère que ça vous a apporté quelques réponses. Donc maintenant, on va en parler un petit peu. Je ne sais pas si dans le chat, il y a des questions. Ouais, il y a quelqu'un qui demande, ça peut être aussi un moyen pour les artistes qui n'auraient pas forcément une certif d'en avoir une. Oui. Oui, non, mais oui. Après, aussi. évidemment, si ça gonfle les ventes du projet initial, si ça lui permet d'avoir une certif, bah, évidemment, ça va aider. Et je pense qu'il y a des artistes qui font des rééditions juste pour avoir une certif Ouais, parce qu'ils en sont pas loin. Ouais. J'ai plus d'exemples en tête, mais... Mais même, par exemple, on peut même parfois se demander pourquoi pas simplement faire un deuxième album. Donc, par exemple, avec l'exemple de Nekfeu, il a quand même fait une réédition avec 16 morceaux supplémentaires. Ouais, ça fait un album, 16 morceaux. Ah ouais, il aurait pu juste peut-être attendre quelques mois et sortir un deuxième album. Mais bon, ça c'est bon. S'il préfère gonfler les ventes d'un projet, c'est son choix, quoi. Bah, c'est vrai qu'on charge un peu les artistes, mais il faut peut-être comprendre leur réalité économique aussi, quoi. Bah voilà, c'est ça, c'est leur métier au final, c'est d'être marketing, c'est tout ça. Donc bon, c'est pas non plus choquant. Même après, des fois, les rééditions, moi, je trouve pas ça non plus complètement... Enfin, je dis, si un artiste, il a des morceaux à mettre qui vont vraiment dans la même vibes qu'un album et qu'après, ils ont envie de changer un peu, d'évoluer, etc. Mais alors, dans ces cas-là, faut pas tellement le mettre sur une réédition parce qu'on va dire que dans les codes, la réédition doit rester aux couleurs de l'album original, on va dire.
D'ailleurs, c'est aussi pour ça que L'Homme Pâle, c'est un peu foiré. Parce que justement, les 3 inédits annonçaient en quelque sorte sa transition vers quelque chose qui s'éloignait un peu du rap. Ok. Et donc, évidemment, ça n'a pas plu tout de suite, même si, bon, évidemment, là, il a le succès qu'on connaît plus ou moins, quoi. Ok. Mais sinon, ce qui est peut-être un peu moins vicieux et que pas mal d'artistes font, c'est sortir les deux d'un coup. Comme ça, les acheteurs choisissent directement s'ils veulent la version augmentée ou la version de base. Et donc là, on ne peut pas parler d'une stratégie un peu... Ça dépend aussi. Enfin, il y a vraiment ceux qui le sortent quelques jours après. Où là, on peut quand même se demander s'ils veulent pas juste tendre un piège et faire courir tous les fans. C'est surtout vers, quand vers c'est sur la même semaine, c'est pour gonfler les ventes parce qu'en fait, les ventes de la première semaine sont les plus importantes et c'est sur ces ventes-là que on va dire que les artistes vont un peu se vanter. Et voilà quoi. Donc battre un record sur la première semaine, c'est le plus important. D'où parfois le choix de sortir une réédition sur la même période. C'est ce que Taylor Swift est en train de faire en ce moment. Évidemment. Elle a sorti je sais pas combien de vinyles juste après son album. Elle a sorti 4 vinyles de Midnight. 4 un seul album avec aucun autre morceau, il me semble, dessus en plus. C'est vraiment juste... ils sont tous c'était juste un peu... la couleur de la cover qui changeait. C'est 4 couleurs différentes et quand tu les mets tous ensemble, ça forme une horloge. C'est très commercial. Après, je pense que les fans aiment bien, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que il n'y a aucun morceau nouveau et c'est vraiment juste pour vendre. Surtout qu'ils sont assez chers, je crois, parce qu'ils sont assez limités. Donc bon. Après, comme a dit Gaëtan, les vinyles, c'est aussi surtout pour décorer les murs, là, maintenant. On va pas se mentir, ça fait tellement beau que... Ouais, bah là, c'est peut-être un des rares records qu'elle n'avait pas encore. C'était tous les albums vendus en une semaine. Et comme tu dis, c'est le plus important, c'est de regarder la première semaine du projet initial. Et là, elle a battu, je crois, les BTS qui étaient les détenteurs du record d'albums vendus en une semaine. Et ouais, là, en fait, donc, il faut nuancer, quoi. Il y a des artistes où on peut clairement se dire que c'est pour essayer de grappiller un max de sous, alors que peut-être ils n'en avaient pas forcément besoin. Enfin bon, ça c'est... Mais il y a des éditions. Par exemple, un remastering, est-ce que c'est une réédition par exemple, si 50 ans après, des ingé-sons refont un mastering? Si c'est le remaster d'un album qui a déjà été fait et que là, vraiment, tous les morceaux sont masterisés, bah oui, là, ça compte comme une réédition. Mais après, il y a des best-of, où là, c'est tout simplement des compiles de morceaux, on va dire, des tubes. Mais là, ça compte pas tellement dans la réédition, parce que déjà, ce sera pas cumulé sur la vente d'un projet originel, vu qu'il n'y a pas de projet originel. Parce que si c'est une compilation de morceaux, bah, c'est des morceaux qui sont un peu dispatchés au sein de plusieurs albums. Après, évidemment, une réédition, ça permet que l'artiste soit aussi sur le devant de la scène. Et donc, sortir un best-of ou quelque chose comme ça, bah, ça va le remettre sur le devant de la scène. Par exemple, pour Nirvana, il y a beaucoup de best-of qui sortent encore maintenant. Bah, c'est clairement pour faire ça, en fait. Y a quelqu'un dans le chat qui nous dit qu'on remarque très vite la différence entre un coup de com' et un réel projet. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Si, moi justement, je pense que oui, parce que je trouve qu'il y a des artistes qui peuvent faire un coup de com' et ça fait un peu forcé, ça fait un peu prolongation d'album forcé et ça se sent. Alors qu'un artiste qui a vraiment fait des sons en plus et qui les a rajoutés comme une continuité un peu artistique dans l'album, ça va... Ouais, et ça va encore encourager les gens qui aiment vraiment cet artiste à se dire ouais, ça vaut vraiment le coup, j'ai déjà le premier album, mais peut-être que ça vaut vraiment le coup que j'achète la réédition parce que c'est complet. Parce qu'il y a du taf, parce que... Ouais. Alors je trouve que le plus honnête dans ce cas-là, c'est de sortir directement les deux en même temps, parce que souvent, si c'est pour ajouter des versions un peu alternatives ou acoustiques ou instrumentales, elles sont prêtes en studio, ils refont pas des prises, en fait tout est prêt. Ils se disent juste, bon, à quel moment on va distiller la distribution des... Et donc, le plus honnête, et ce qui n'est pas un coup de com', alors qui est plutôt une véritable continuité de production, c'est de tout sortir en même temps. Par exemple, Muse en 2018 qui sort l'album de base et l'album de luxe. Et dès la sortie, il y a moyen d'avoir les deux. Donc, le fan peut choisir. Si directement il veut la version augmentée, il ne se fait pas avoir à devoir l'acheter une semaine après, quoi. Oui, mais plutôt dans une période assez récente, du coup. Parce que si tu prends des groupes, pour reprendre l'exemple avec Nirvana, ils ont quoi? Ils ont 4-5 albums, mais ça va pas plus loin. Là, c'est clairement commercial, parce qu'il n'y a rien de nouveau. Mais tu as des groupes de cette époque-là, quand ils ont sorti leurs albums, c'était juste les 12 chansons, et tu pouvais pas mettre plus que ça, parce que ça allait pas marcher plus que ça. Sauf qu'ils ont en stock encore énormément de choses. Ils ont des performances live, ils ont des premières prises, où ils ont des chansons qu'ils n'ont jamais sorties, qui vont ressortir maintenant. Alors ça s'inscrit dans la même... Enfin, moi j'ai l'impression que ça s'inscrit dans la même phase de ressortie d'album, mais tu as vraiment de la réelle valeur ajoutée. Alors que si tu prends, je suis d'accord avec toi, Muse de 2018, ils auraient pu, comme tu dis, clairement sortir les deux albums directement.
album normal, album étendu. C'est ce qu'ils ont fait. Hein. Eux, ils ont fait ça. Ouais, ils ont ouais, choisi ok, de faire ça, ouais. Ouais, je comparais ça, par exemple, les rappeurs dont tu parlais tantôt, qui attendent juste 4 jours ou... Ouais, là, ils l'ont déjà en stock et ils ont déjà l'occasion Ouais, de ils le se faire. disent juste, on on est va- déjà dans cette période de ressortie. Ouais, on va créer 2 moments de vente et ça va faire 2 pics au lieu d'un. Voilà. Ouais, mais je pense qu'il y a de ça. Je pense que les deux vont ensemble, même s'il y a vraiment une vraie volonté de vouloir prolonger l'album, une vraie volonté artistique. C'est un peu d'une pierre deux coups. Bon, ok, j'ai envie de prolonger mon album, mais je vais faire une réédition et ça va mieux marcher aussi. Enfin, ça, je pense que les deux peuvent aller ensemble. Ça aurait été bien d'avoir un artiste pour qu'il nous dise, bah oui, mais Confirme ou non. nous, nos rentrées financières, c'est Ouais, ça, ouais. alors dites-nous. Enfin, Ça aurait été bien qu'on réponde à nos mails aussi. Donc, Tu peux nous en dire plus, Stéphane, là-dessus sur Oui, les bon, petits écoutez, épisodes de communication. Sur les 50 personnes qu'on a contactées, 2 nous ont répondu, donc voilà. et pas sur le même sujet. Non, il a fallu 2 sujets. Et nous auraient répondu pour être présents en différé, mais sûrement pas avec nous ce soir, Même malheureusement. pas, je pense. Même pas. Hein. Il y a quelqu'un qui nous demande ce qu'on pense, a priori personnellement, de faire des albums de gens morts, de sortir des albums posthumes ou tout ça. Ah, comme Johnny. Comme Johnny, comme, Johnny, comme des Papa Lil Johnny, Peep et Papa des trucs Johnny, comme bien ça. sûr. Papy Johnny, il est décédé en 2017. Et depuis, il y a Ah bon, non 15-20 albums qui sont sortis. Il y en a certains, c'est des lives. Ça, je trouve ça intéressant. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, il y a 3 lives aux States qui sont sortis. Donc, voilà, c'est assez qualitatif, je trouve. Mais ressortir des collections Johnny sa vie, Johnny ses concerts, c'est un peu pour continuer à faire vivre Oui. l'artiste. C'est vrai que c'est un peu douteux, je trouve. En termes C'est vrai de- que quelqu'un dans le chat dit que c'est une trahison et que c'est commercial. Bah, ça l'est clairement, ouais. Et Ouais, ça hein. peut être d'autres. Si c'est pas la famille qui va dire oh non, mais c'est chouette, c'est pour les fans. Enfin, bon, Il y a des albums qui ont été sortis. C'est XXXTentacion. Il y a un album qui a été sorti posthume par sa mère. Donc là, tu vois. Après, il y a certains artistes, pour reprendre de la chanson française Johnny ou un Claude François, la carrière est full commerciale. Il y a 50 albums sortis de leur vivant. Tout n'est pas qualité non plus. Oui, c'est éthiquement, c'est moyen bof, mais ça dénature pas non plus de ce qu'ils ont déjà sorti, quoi. Puis on peut pas trop les blâmer parce qu'on parle de la musique comme un art, quelque chose qu'on donne aux gens, mais c'est quand même leur métier. À partir du moment où c'est leur métier, on comprend qu'ils veuillent rentabiliser leur activité. Enfin, on est tous pris là-dedans, donc je vois C'est pas ça. pourquoi eux on les blâmerait alors que on cherche tous un peu à faire ça. Donc, enfin tous. Je sais pas si toi Stéphane, tu cherches à être rentable dans la vie. Toujours, bien sûr. Vraiment, on vit dans une société Des bons plans, capitaliste. là. T'as des bons plans. Non, il faut pas Sinon, politiser ça, mais Oui, On c'est change ça de qui me fait sujet, rire, ok. t'inquiète. Non, mais je pense aussi qu'il y a la question de. Il y a certains artistes qui sont morts et qui ont déjà commencé à écrire un album ou qui ont déjà commencé à faire des sons, etc. J'ai pas envie de dire bêtises, mais je pense qu'il y a Népal, son dernier album qu'il avait déjà commencé à faire et que du coup ils ont sorti après sa mort, etc., qui était quand même attendu et qui. Après, il y a une différence entre ça et quand c'est des morceaux qui sont vieux, qui ont clairement été rejetés, qui voulaient pas être sortis, et au final, on les sort quand même, alors que... Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Plus pour recycler l'artiste, j'ai envie de dire, c'est pas. Mais plutôt que. oui, parce que là-dedans le label il touche encore. Enfin, je connais pas tout le droit musical qui doit être assez complexe, qui doit varier en fonction des artistes, mais Oui. ça doit aussi profiter au label Oui, à la qui famille appartient aussi, toujours. La famille, le label, c'est assez. Laetitia Hallyday. Hein. Enfin, bref. Laetitia. Ok. On passe à autre chose ou... Oui, on peut passer au quiz. Hein. Je crois que c'est l'heure du quiz. Ok. Team à deux. tac. Ouais, vas-y. On fait une On team s'y à deux, met on se met à deux, on se met à deux. Pas de la triche. Ensemble, on est plus fort. Quiz. Together, on est stronger. Donc, Magnifique anglais. première question. En quelle année est sorti l'album Brawl d'Angèle ? 2016, 2018 ou 2017 ? C'est Attends. Déjà. C'est qui répond le plus vite gagne ou ça marche comment en fait? Dans le chat, ils l'ont. Parce qu'on n'a pas de buzzer. Dans le chat, quoi. ils l'ont, ouais, mais dans le chat, Dans ils le sont chat, sur ils internet aussi. Ça, je veux bien. Ou alors on invente Bah écoutez, un comme buzzer, vous je voulez, sais pas. hein, vous répondez... ouais, Non, vas-y, on va faire au plus rapide. On va faire au plus rapide. Au plus rapide, ouais, ça Fais m'a un l'air bien. au limite, pose la question et fais un décompte, tu Non, vois. vas-y. Là, vous l'avez déjà la question, donc je vais juste faire un décompte. Ouais. 3, 2, 1. 2017. 2016. Attends, moi j'aurais dit 2018.
C'est 2018. Hein. Ah là là. Oh là là. Sûrement qu'il y a eu des singles en 2016. Et... J'ai déjà un point. L'album était déjà prêt en 2017, je suis sûr. Ok, donc un point pour Lisa. Deuxième question, ce sera... Oui. Bah oui. Toujours Quel la est le nom compétition. du premier album d'Orelsan? Perdu d'avance. Perdu d'avance, ouais. Allez hop, Il est trop fort. voilà. Je le savais. Ils avaient gagné d'avance. Bah désolé. On va arrêter le live là. On part en live. Troisième question, quel est l'album le plus vendu au monde? Tu dis Thriller les de choix Michael ou, Jackson, Nevermind de Rihanna ou The Dark Side of the Michael Moon? Jackson. Thriller. Oh, ça joue. Un demi-point. Un Nevermind, demi-point. c'est Nirvana, c'est pas Rihanna, je pense. J'ai dit Rihanna? Oui, t'as dit Ah, Rihanna. l'erreur. Nirvana. Pardon, t'as dit Rihanna excusez-moi, au lieu de j'ai dit Nirvana. Rihanna. Ouh. Mais il me semble qu'elle est Kurt quand même Cobain. quatrième ou genre peut-être sixième dans les meilleures ventes d'albums du monde. Donc Quand même. c'est une erreur qui est légitime. Ouais, on est, Ça va, on est à alors. deux, c'est vrai. Ouais, attends, j'arrive. Quatrième question. L'année du dernier concert de Nirvana. 90, 92 ou 94? 94. Let's go, C'était où let's go. Stéphane, c'était où Aux États-Unis. Sûrement. Sûrement. Dans une salle. Si le chat peut nous Parce répondre. que le chat a l'info. Le chat a sûrement l'info. Est-ce que le chat saurait nous dire où est le dernier concert de Rihanna? Santé. Décidément, Excusez-moi. Problème avec Rihanna. ils se ressemblent beaucoup. Question numéro 5. Quel est le batteur actuel des Red Hot Chili Peppers? Chad Smith. Il est fort. Oh, il a révisé, il est trop Ouais. fort. Ouais, mais Très ça, rapide, très rapide. ça... C'est classique à un moment. Donc vous êtes à 3, Oh, on compte pas, hein, c'est pour du beurre. hein. je pense. 4. Ouais, ouais. Quatre. 5, 6. Question 5. Pardon. Ah non, pardon, question 6. L'artiste le plus écouté de Spotify, Drake, Bad Bunny ou Ed Sheeran? Drake. Oui. Let's go. Moi, j'aurais dit Ed Sheeran. C'est qui, Moi Bad aussi, Bunny, j'aurais sans dit deck, Ed je sais pas. Sheeran, je Comme crois. quoi. C'est qui Bad Bunny? Bonne question. Non, c'est un rappeur qui a explosé il y a quelques années, il me semble. Question 7. En quelle année est commercialisé le premier vinyle? 46, 48 ou 50? C'est Gaëtan qui a fait la 46. question. là. C'est pas moi. 46, c'est non. On n'a plus que deux choix. 50. Non. Ça doit 48, être en 48, je pense. On est vraiment nuls. Mais ça a été fait en 46, mais ça a été commercialisé en 48. Donc, Question 8. Le vrai nom d'un rappeur connu est Gandhi. Qui est-ce? Nino, Damso ou Gims? C'est sûrement Gims. C'est Gims. Voilà. T'es fan de Gims, là, du coup, je me doutais. Fan de Gims? Oui. Totalement. Ça arrive, hein, ça Ça arrive. dénonce, ça dénonce. Quelqu'un dans le chat dit mon maître et a bien raison. Chacun son maître. Question 9. L'une de ces artistes a vendu 137,9 millions d'albums dans sa carrière. Adele, Céline Dion ou Katy Perry? Adèle. Moi, je dirais Céline Dion. Non, Katy Perry. non. Et c'est Katy Katy Perry. Perry, c'est Ah ça. ouais. Ouais, c'est ça, t'as pas évidemment. le point, là, hein, ça va. Et enfin, dernière question. Quelle est l'année d'inauguration de la salle Forêt Nationale? 70. 65, 70 ou Oh, 75? désolé, 70 du coup. 70. C'était Bien une joué. question pour les Et le Belges. premier concert, il me semble que c'était Mylène Farmer. Mais je suis Oh. pas sûre, mais j'ai l'impression d'avoir lu ça. Ben, cette année, elle vient en stade. Quoi, Mylène Farmer en quelle année? En 70. Non. Ah non, Jamais. ça me Non, paraît. Ouais. Alors non, alors c'était Jacques Brel dans ce cas. Et Mylène Mylène Farmer Farmer, était Jacques peut-être... Brel. oui, pardon. Ouais. Mais en fait, Excuse-moi, c'est deux salles de ambiance, là. Il y a quelque chose Pardon. qui ne va pas. J'ai googlé ça en même temps que l'ancienne Belgique, en même temps Comment que... est-ce que tu confonds Jacques Brel et Mylène Pas les Farmer? douze. Il faut Elle confond falloir que Rihanna tu- et Nirvana. Mais alors- Ouais, oui, ok, pardon. Non. À partir de là. Tu marques un point, tu marques un point. T'es sûr que t'as fait un quiz correct là? Non, mais j'ai cherché en même temps toutes les salles de concert un peu parce que je voulais savoir laquelle était... Je verrais pas Jacques Brel chanter Je suis une catin quoi. Enfin bref. Pardon. Oh, le beau mashup, quoi. Ah oui. La collab inoubliable. Super. Et du coup, supposément, le dernier concert de Nirvana en 94 serait à l'aéroport de Munich. On l'aurait pas Ok. eu, je pense. Donc, pas aux celle-là. États-Unis, Ouais, on- donc, ok. Super. Donc, on peut passer à la partie d'après, qui est... Les salles de concert en Belgique. Tout à fait.
Tu peux nous en parler, Stéphane? Mais bien sûr, je suis là pour ça. Stéphane est là pour ça, ouais. On accueille Je Stéphane. ne suis venu que pour ça. Après, je pars. Oui, donc les salles de concert en Belgique, bon, que dire? Écoutez, depuis quelques années, nous, fans de concert, on observe un phénomène assez particulier en Belgique. Les groupes seraient de plus en plus réticents à passer par nos salles belges. Voilà. Si on prend plusieurs exemples qui illustrent ça, Indochine, par exemple, ne passera même pas par la Belgique pour leur grosse tournée anniversaire cette année et l'année prochaine. The Weeknd, qui devait passer par Sport Palace d'Anvers, finalement passera par le Stade Roi-Baudouin, s'inscrivant ainsi dans une espèce de tournée des stades. Pour leur dernier album, Metallica et Red Hot Chili Peppers ne sont pas passés par des salles, mais sont passés par le Rockwerter Festival. On verra d'ailleurs cette année Muse et Queen of the Stone Age pour les mêmes raisons. Oui. D'ailleurs, il y a un gros phénomène avec le Rockwerter Festival, c'est qu'ils sont occupés de plus en plus à être de plus en plus la vedette sur la scène rock. Si on prend l'exemple d'Arctic Monkeys, vous allez voir, ça illustre parfaitement ce que j'essaie de vous expliquer de manière pas très claire. Donc Arctic Monkeys a sorti très récemment leur dernier album. Après cette annonce-là et la sortie de l'album, ils annoncent bien plusieurs dates de tournée pour une tournée internationale, notamment une tournée européenne. Dans le listing des dates de la tournée européenne, il n'y a aucune date belge. Aucune. On en parlera après, mais voilà. Et pourtant, quelques jours après cette annonce-là, ils passent par le studio Bruxelles. Ils étaient invités pour présenter leur album. Donc ils font aucune tournée belge, mais ils passent quand même par un studio belge de radio pour présenter l'album. Bon, on se demande pourquoi. Sachant que le studio Bruxelles en fait est assez connu pour couvrir Rockwerter. C'est-à-dire qu'ils ont un stand là-bas. Ce sont leurs caméras qui filment en direct les prestations live, qu'ils diffusent sur leurs chaînes respectives. Et puis après, ils interviewent chaque artiste. Ce sont les seuls qui font les interviews sur place. Donc on sait qu'ils ont un lien avec le Rockwerter Festival. Festival qui, quelques jours après ce passage au studio Bruxelles, en fait annonce que Arctic Monkeys performera durant le dimanche, je crois, le dimanche soir de l'édition 2023 du festival. Donc on se pose quand même quelques questions. Cette réflexion-là nous pousse à nous demander, mais pourquoi passer par ce festival-là, tout aussi légitime qu'il est, et pourquoi il ne passe pas par certaines salles? Quand on sait quel est le dernier album d'Arctic Monkeys, si on l'a déjà écouté, il y a une différence, quoi. C'est pas l'ambiance festival, c'est ambiance petite salle, ancienne Belgique, Cirque Royal. Bon, je les vois pas faire une salle pareille, je les vois faire des salles plus grandes, mais je les vois pas en festival. Donc on s'est demandé, en fait, c'était quoi le problème avec nos salles belges? Parce qu'on a quand même le Palais 12, on a le Sport Palace, on a quand même Forêt Nationale. Donc il y a des moyens. Loft 58 aussi, par exemple. Ouais, bien sûr. Donc il y a quand même des moyens. Donc on se demande, c'est quoi le problème avec nos salles belges? Et donc pour ça, en fait, on a contacté plusieurs salles, des représentants des porte-paroles qui n'ont pas voulu nous répondre, bien évidemment. On a contacté Live Nation et Ticketmaster qui, étonnamment, n'ont pas voulu nous répondre. Mais heureusement qu'on a contacté par contre Fanny Gillard, évidemment journaliste à la RTB et en particulier chez Classique 21, qui s'y connaît un petit peu dans le genre musical et qui a bien voulu nous répondre, en tout cas là-dessus. Pardon, je suis désolée, je te coupe une seconde. Bien sûr. Parce qu'il y a une vanne dans le chat qui t'aurait beaucoup plu. Parce que quelqu'un a demandé s'il passait en Arctique. Et du coup... Si seulement ce type savait que j'arrêtais pas de faire des blagues sur Arctic Monkeys depuis le début de la journée, que ça saoulait tout le monde. Mais... Thomas adore le nouvel album d'Arctic Monkeys. Non, mais on en parlera après. Oui, on peut en parler après. Ok, on écoute du coup Fanny Gillard. The Arctic Monkeys viennent de sortir leur nouveau disque, The Car, et annoncent la tournée qui va avec. 5 fois un stade en Allemagne, 1 en Autriche, 2 aux Pays-Bas, 2 en France, 15 au Royaume-Uni, mais en Belgique, eh bien rendez-vous au Festival Werther, mais il ne faut pas espérer un concert exclusif donné par le groupe. Muse, The Will of the People, l'album annonce lui aussi une grande tournée. Le choix donne 2 stades en Italie, 4 en France, encore des concerts aux Pays-Bas, en Suisse et en Autriche, en Allemagne, des dizaines de dates au Royaume-Uni. Mais toujours en Belgique, eh bien, on espère que vous aimez les festivals, car il faudra aussi aller à Werther. Ces 2 exemples ne font donc que confirmer une tendance déjà bien vécue.
Pour Fanny Gillard, la raison est évidente. Venir jouer en Belgique ne rapporte pas assez d'argent. Il en manque une. Petit pays, petite population, salle plus modeste que les grandes arénas chez nos voisins, notre royaume ne fait pas le poids. Vu tous les moyens qu'un concert représente pour ces grands groupes, les managers préfèrent de loin un de nos pays limitrophes, qui pour une seule date accueillera le double de personnes. Pour rivaliser avec ce que les autres dates européennes rapportent, les organisateurs belges montent les prix des tickets, et pour les artistes aussi, ça devient frustrant. Ils le disent même ouvertement. Il y a pas longtemps, je pense que je sais plus, c'est Peter Gabriel ou... Ouais, c'est ça, je crois que c'est lui qui justement a rouspété sur le fait qu'il avait découvert le prix de ses concerts et qu'il trouve ça exorbitant. Et donc, il voulait lui-même faire baisser les prix. Il impose un prix maximum pour tous les pays. C'est des choses qu'on entend souvent, certains artistes de l'ancienne génération qui disent mais non, enfin c'est pas possible de faire payer premier prix d'entrée, la plus mauvaise place à 139 €. Ces gens viennent voir rien du tout, finalement ils sont au fond d'une salle et ils vont payer 139 balles, c'est pas possible. Mais même si le Sport Palace accueille plus de 2 fois moins de public que la Défense Arena à Paris et ses 40 000 places, on dispose quand même de grands espaces. 18 500 à Anvers, 15 000 au Palais 12. Pour Fanny Gillard, il n'y a pas que l'argent. Ça aura moins d'impact en notoriété aussi, c'est moins sexy. Remplir 3 fois le Sport Palace ou Forêt Nationale, c'est beaucoup moins sexy que de remplir, je sais pas moi, 3 fois Bercy ou l'Arena à Paris. La Belgique ne rapporte pas assez, ne rapporte pas assez en argent, mais en image non plus. Parce que forcément, nous, petits Belges, on va filmer. Vous le savez, les réseaux sociaux sont le nouveau média principal. Et donc... tous les petits Belges qui vont filmer le concert de Muse ou de Arctic Monkeys, ça aura toujours beaucoup moins d'impact que tous les petits Français qui vont filmer le concert de Muse et qui vont le faire passer l'un l'autre. C'est ça, en fait, c'est une question de chaîne, de réseau social. Donc, clairement, ouais, notre toile à nous, du réseau, restera toujours plus petite. Donc, l'impact de l'image, le rapport d'image aussi sera toujours plus petit. Et si Werther réussit là où nos salles échouent, c'est parce que le festival a de plus gros bras. Pour attirer les artistes, ils peuvent proposer des packs de groupes. En annonçant la présence d'un ensemble d'artistes prestigieux au même moment, ils garantissent une fréquentation bien plus large que lors d'un concert exclusif. Et comme certaines clauses empêchent d'enchaîner des dates dans un périmètre proche, c'est bien souvent le plus fort qui gagne. Bien sûr, certains groupes snobent la Belgique en dehors de Werther, mais il y a quand même des exceptions. Mark Knopfler, Crowded House ou encore Sting sont passés cette année. Rien que dans les mois à venir, The Cure, Robbie Williams ou encore Peter Gabriel passeront par des salles belges. On est dans des artistes qui sont vraiment établis depuis tellement longtemps que Sting n'a plus rien à prouver. Son public aussi a de l'argent, c'est un public plus âgé par rapport aux Arctic qui ont grandi avec nous, plutôt même avec vous en l'occurrence. Et donc, vous avez certainement moins de sous que le gaillard de 60 ans qui a déjà bien installé sa vie et qui veut aller voir Sting quelque part. Le problème ne serait-il pas un mauvais son ? Dans n'importe quel stade du monde, le son sera... trop résonnant et un peu bof, quoi. Ouais, donc non, ça n'a rien à voir. Je crois pas. C'est l'argument facile. À mon avis, ils savent pas vraiment s'ils y sont pas encore allés. Et puis, eux, ils sont sur scène en plus. Donc, le son qu'ils ont, eux, n'est pas du tout... Donc, ils sont pas au courant. Je crois que telle salle a un mauvais son, d'autres un bon... Pour les fans, difficile d'avaler la frustration. Soit aller à Werther ou aller en salle, mais alors payer plus, la Belgique a souvent des raisons de bouder. Quelle serait la solution ? Je crois que l'industrie musicale est en péril depuis l'apparition forcément de la musique digitalisée. Et je crois que la solution, ce serait de racheter des CD et des vinyles, parce que dans ce cas-là, les groupes et les majors auraient de nouveau des sous et ne seraient pas obligés de courir après l'argent des lives. Avant, justement, le concert, c'était un peu la cerise sur le gâteau. Ce qui rapportait de l'argent aux artistes, c'était la vente d'albums. Le concert était le bonus. Et on a complètement inversé cette tendance en digitalisant la musique et en plus en la rendant accessible gratuitement la plupart du temps. Donc forcément, il faut qu'ils trouvent une source de revenus. Et cette source de revenus unique, il n'en reste qu'une, ce sont les lives et les concerts. Donc la solution, ce serait payons à nouveau la musique et peut-être qu'on pourra aller revoir des concerts en Belgique. Bonsoir Bruxelles! Donc... on en revient aux rééditions, la conclusion du Quoi problème de... Non, les salles de concert, non ? Tout est lié. Ouais, mais c'est lié. C'est lié. Comme Fanny Gillard le dit. Tu n'as pas écouté... Pardon, tu n'as pas écouté attentivement.
Des heures de labeur pour rien. C'est super. Parce qu'il y a aussi quelqu'un qui demande, c'est pas un peu parfois les salles le problème? Ça, Fanny Gillard nous a dit en off, ou je crois qu'elle le dit même dans le podcast, que c'est une excuse bidon en fait. Que les artistes n'ont absolument pas conscience le 3/4 du temps du son qui est en salle et que en fait ça ne les empêcherait même pas de venir en fait, parce que des artistes continuent à venir et ils continuent à avoir des concerts dans ces salles là. C'est une excuse bidon parce que la plus grosse raison c'est l'argent. Bah, c'est vrai que c'était en plus l'excuse du chanteur d'Indochine, il me semble, c'est ça? Ouais, au stade Roi-Baudouin, là, tu peux nous expliquer ce truc-là. Oui, donc en fait, Nicolas Sirkis, le chanteur d'Indochine, a expliqué pourquoi ils n'allaient pas passer par le stade Roi-Baudouin pour une histoire qu'il a vécue au Palais 12, qui est aussi une excuse bidon d'ailleurs quand on l'écoute un petit peu. Donc il explique que en fait, il ne veut pas passer par le stade Roi-Baudouin parce que pour lui, les fans ne seraient pas bien accueillis. Et donc il le ferait pour les fans. Il dit Quel grand prince. Ah, quel grand prince. Ah ouais, noble homme, bien sûr. Et en fait, il dit voilà, je ne veux pas faire de concert là-bas tant que mes fans belges ne sont pas bien reçus. Alors évidemment, le stade Roi-Baudouin, c'est pas demain la veille qu'ils vont changer, sachant que c'est un stade où il n'y a pas une sono musicale préinstallée dedans. Mais comme dans plein de stades, c'est un stade, quoi. Oui et non, les stades en Allemagne, les stades aux Pays-Bas et en France, souvent, tu as beaucoup de stades qui sont assez récents et qui sont construits pour accueillir les deux. Des stades, des matchs, des compétitions et aussi des concerts. Le stade Roi-Baudouin, ce n'est pas le cas. C'est une des raisons pour laquelle ils veulent en construire un deuxième, enfin bref. Mais ça, c'est son explication parce que il est allé voir en tant que visiteur. Il n'a pas été en VIP, il le précise bien quand même. C'est un homme du peuple. Qu'il est allé avec sa fille voir One Direction au Palais 12. Il y a de ça, on ne sait pas combien d'années, quand One Direction existait encore. Ouais. Oh là là. Drôle d'idée déjà. Déjà. Ouais. non, pardon. Oh, attention le chat. Attention, ouais. Déjà, n'attaquez pas les Swifties non plus, donc ça va venir. Et non, donc il est allé avec sa fille, en complet visiteur, etc. Et il a dit qu'il est resté 2-3 heures bloqué dans le parking du Palais 12 après le concert. Et il a dit c'est pas normal. Comme si c'était la première fois qu'il était bloqué dans un parking. Ouais, après un concert, t'es bloqué dans un parking, c'est oui, normal. voilà, si tu viens en voiture en plein cœur de Bruxelles, effectivement, ça va poser problème. Et donc oui. Et donc il s'est dit, oui, mais voilà, on est vraiment mal accueillis, etc. Stade Roi-Baudouin, c'est juste à côté, ça va être pareil, je ne veux pas passer. Ça, c'est son excuse et c'est ce qu'il a dit dans les médias. On sait juste que voilà, un Palais 12 ne va pas accueillir autant qu'à Lille, par exemple, qui serait, je pense, la destination en termes de concert la plus proche pour les fans belges d'Indochine. Donc voilà. Ok. Mais après, justement, donc, on va dire le principal argument de Fanny Gillard, c'est de dire que un public âgé n'a pas forcément les mêmes moyens qu'un public jeune. Donc là-dessus, c'est logique. Mais par contre, ce que je comprends pas, c'est que là, les jeunes, évidemment, ils écoutent beaucoup de rap. Et quelqu'un comme Kendrick Lamar ou Kid Cudi, ils viennent quand même dans nos salles belges. Et donc, du coup, pourquoi c'est le cas pour eux et pas pour des groupes comme Arctic Monkeys, par exemple? Généralement, je sais pas du tout si c'est assez pertinent comme réponse, mais généralement, des artistes rap / hip-hop, R&B et pop, ils ont plutôt intérêt à venir en salle qu'en festival. Parce qu'en salle, le son sera un poil plus travaillé et tu as vraiment beaucoup plus d'espace et de liberté en termes de scène et en termes de luminosité et de show. Parce que généralement, si tu vas voir, on va prendre un bête exemple, hein, très blanc, mais Justin Timberlake, tu peux clairement le voir en festival, mais tu as plutôt intérêt, ou The Weeknd, tu as plutôt intérêt à le voir en salle, parce que tu sais qu'il y aura un show avec de la danse, des lumières, il va avoir sa scène qui sera personnalisée, etc. Ils ont des effets en plus qui sont calculés, qui sont prévus dans le show, alors qu'en festival, la scène, elle reste la même. Oui, un festival Rock Werther, ou un Puckle Pop, tu auras le choix entre 3 scènes différentes, mais généralement, ce genre d'artiste va prendre la plus grande, et la plus grande, c'est un rectangle comme ça, et un rectangle, voilà, c'est un T, quoi. Donc, ils n'ont pas autant de moyens pour s'exprimer artistiquement que simplement performer sur une scène. Donc, généralement, ce genre d'artiste va plutôt aller dans une salle. Parce que c'est vrai que dans le chat, il y a quelqu'un qui dit oui, mais au Roi-Baudouin, c'est différent, ciel ouvert, donc niveau son, c'est différent. Mais au final, ça revient au même qu'un festival, quoi. Oui, après, je pense que le festival, c'est généralement dirigé, je dis peut-être de la merde, hein, mais moi, je le vois comme ça, c'est dirigé dans une direction. Le Stade Roi-Baudouin, c'est un ovale, et ça résonne énormément, en fait. Ouais. Par rapport à un festival où tout le son est dirigé vers une direction, quoi. Après, parfois, t'es mieux ça qu'un festival. Ça dépend la prédisposition, etc. Il y a plein de facteurs en plus, je pense.
Ouais, Fanny Gillard, elle nous disait, quel que soit le concert, en fait, c'est jamais la bonne condition pour écouter de la musique, à part des vraiment petites salles. Dès qu'on est dans des échelles comme ça de dizaines de milliers de personnes, ça peut jamais être un bon son. Elle nous disait, on va pas pour écouter un bon son musical, c'est un peu triste à dire, mais on va parce que on va voir en live les morceaux qu'on préfère par-dessus tout. Et donc ça résonnera toujours, en fait. C'est difficile, et puis ça dépend de tellement de choses, des conditions, même météo, ça dépend des ingé sons, ça dépend de plein de trucs. Oui, et puis trois quarts du temps, les artistes, ils n'ont pas le même ressenti que nous. Nous, à la place du spectateur, et eux, sur scène, ils n'ont pas du tout le même ressenti de son. En tout cas, le trois quarts du temps. Je crois aussi qu'il faut faire la différence avec les artistes francophones et les artistes vraiment internationaux qui se permettent de faire... parce que là, tu disais, oui, mais eux, ils viennent quand même dans nos salles. C'est parce que leur public est beaucoup plus ramassé, quoi. S'ils viennent pas en Belgique, ils grillent quand même un pays, alors que, bon, ouais, ils ont la France. Je dis pas qu'il n'y a pas d'artistes francophones dans les pays non francophones, mais bon, c'est quand même beaucoup plus facile pour Arctic Monkeys de dire, bah, nous, quel que soit le pays, on sera écouté. Donc, si on enlève la Belgique, c'est quand même le moins rentable. Donc... Et ils seront écoutés tout autant en Autriche ou en Scandinavie, tout ce qu'on veut, quoi. Oui, et puis pour faire... alors, généralement, Arctic Monkeys, on va le voir soit de festival, soit une salle. Je pense que là, maintenant, on ne les verrait pas dans un stade. Le stade demande... J'ai l'impression que le stade, en fait, demande déjà peut-être un level au-dessus, un peu plus d'expérience et encore un plus grand public. Bah, si on regarde en Belgique, qui sont passés en stade dernièrement, les Rolling Stones et Coldplay. Voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Bon, les Rolling Stones, ils ont 122 ans de carrière derrière eux, là, je sais pas combien. Ils peuvent se permettre, parce que ça va être la seule date en Belgique, ils vont pas venir dans ton petit Sport Palace, ils vont directement prendre un stade et le stade sera rempli, c'est sûr et certain. Un Coldplay, ils l'ont fait sur 4 jours, je pense. Rammstein va encore le faire sur 3 jours. Mais après, Rammstein, ils ont quoi? Ils ont 20 ans, peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans de carrière derrière eux. Ils ont déjà toute une fanbase qui est assez présente, surtout en Belgique. Et puis, Rammstein, ils ont une plus grosse scène aussi. Vu qu'ils ont des shows pyrotechniques, ça demande déjà beaucoup plus d'espace. Bon, ils l'ont fait en France, ils l'ont fait à Paris en salle, parce qu'ils avaient la salle qui était capable d'accueillir un truc pareil. Mais en Belgique, bon, pas tellement, quoi. Okay. Mais ce que je trouve en plus doublement dommage pour Arctic Monkeys, parce que justement on en parlait, c'est que comme tu avais dit précédemment, l'album il est pas du tout calé festival, mais justement ça leur tire pas un peu une balle dans le pied de faire, tu vois, de présenter un album comme ça en festival au lieu que ce soit dans une salle. L'album il est déjà pas très apprécié pour l'instant, ça va pas changer. Qu'il passe ou qu'il passe pas en festival, je pense que ça va pas changer du tout. Bah regarde, moi je le trouve moins bien, mais j'ai quand même apprécié. Je vais quand même les voir à Werther. Je préférais les voir en salle, mais j'y vais quand même. Pourquoi ? Parce que c'est l'occasion de les voir. C'est une autre réflexion. Je me dis pas, oui, mais l'album en festival, bof. Je préférais en showcase. Je vais pas savoir les voir en showcase. Par contre, je vais savoir les voir à Werther. Tu vois ? Et donc c'est l'occasion. Tu sais pas quand est-ce qu'ils vont repasser, parce que t'étais déjà pas sûr qu'ils passent en Belgique à la base. Là, tu as l'occasion, si tu sais sauter dessus, que tu as les moyens, voilà. Mais je pense pas que ça c'est se tirer une balle dans le pied. Juste l'album déjà en soi, si tu le considères comme ça, bien sûr, chacun ses goûts, hein, mais si tu le considères comme ça, c'est déjà fait. Donc c'est pas passer par un festival ou un autre qui va changer ça, je pense. Et puis, sortir un nouvel album ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont jouer beaucoup de morceaux de cet album-là. Enfin, je suis allé à des concerts récemment d'un artiste qui sort, Sting par exemple, il vient de sortir The Bridge. Il en a joué 2-3 en fait, et tout le reste se repose sur ses tubes. Mais après ils ont quand même l'obligation de jouer certains morceaux, et du coup j'ai un peu peur qu'en festival c'est un peu donner une mauvaise image, vu que ça s'ouvre à un public on va dire plus divers, alors que si par exemple ils viennent en salle, c'est tout de suite des fans à eux qui font le déplacement pour eux, qui savent un peu tout le background derrière, et donc voilà. Ouais, sauf que à Werther, sauf qu'à Werther ici c'est la tête d'affiche. Donc t'as peut-être Queen of the Stone Age avant, mais c'est plutôt dans l'après-midi. Arctic Monkeys, c'est le soir. C'est pour ça que tu viens. Donc je pense que tu trouveras quand même des fans qui seront rien que là pour ça. Et puis ils profitent de la journée, ils vont voir d'autres groupes qu'ils n'ont peut-être pas vus ou qui se sont dit. Queen of the Stone Age, pour être très honnête, j'aurais pas été les voir en concert. Là je me dis, en vrai, ouais. Tu vois, genre c'est quand même un beau nom, c'est une belle affiche et tout. Ah ouais, ok, j'ai l'occasion de les voir aussi le même jour, tu vois. Ça compile, c'est des arguments que Werther propose par rapport à d'autres salles. Mais généralement, les gens viennent pour la tête d'affiche. Non, moi, j'ai rien à ajouter. Pas des questions dans le chat, rien. On me demande si
Quel est... Ouh. On me demande, est-ce que ce serait le problème du public, par exemple, parce que, par exemple, Kendrick Lamar est passé il y a un mois en Verse. Et Kid Cudi aussi, il n'y a pas longtemps au Palais 12. Mais 17 par exemple, novembre, Kendrick Lamar, il semblerait que, par exemple, il n'était même pas sold out, tu vois, donc ça se trouve, même le public n'est pas au rendez-vous, et dans ce cas, ça pourrait... Ah, c'était pas sold out? Non. Ah, c'est fou ça. Et du coup, ça pourrait... Ouais, c'est étonnant. Parce que justement, je me disais, est-ce que les salles de concert, elles privilégient pas plus des artistes rap ou plus des artistes écoutés à Arctic Monkey, qui en plus c'est un album qui a pas super... C'est un nouvel album qui a pas super bien marché. Ah si. Il a bien marché. L'album a marché, certes, Ah oui. mais après, est-ce qu'il a plu? Ça, c'est un autre débat. Oui, ça... Même si nous, on l'a déjà critiqué, l'album qui est mais sorti il marche. avant, ça montrait quand même qu'il s'éloignait de ce qu'il faisait avant, en gros. Ouais, moi, il m'a semblé voir qu'il avait pas non plus marché de ouf. Mais bon. En tout cas, on lui fait de la bonne pub, c'est super quoi. Après, si on veut parler de l'album en soi, par rapport à Kendrick Lamar oui, moi ça m'étonne un petit peu. Après, je me dis, faut voir le prix des places aussi. Certes. Et puis, je peux peut-être me tromper, mais j'ai l'impression que c'est un artiste qui est peut-être plus discret que les autres. Niveau com? Ouais, niveau com, j'ai un peu l'impression. Après, ouais. En fait, Kendrick Lamar, il est tellement genre archi connu qu'il n'y a pas forcément besoin de com derrière. Et donc, lui, il va sortir un album et s'isoler. Donc, par exemple, lorsqu'il a sorti son dernier album, une semaine après, il est allé, je pense, au Nigeria. Et il a fait aucune promo ni rien. En fait, il est tellement connu qu'il n'a pas forcément besoin de com. Et du coup, c'est pour ça que c'est doublement surprenant qu'il n'a pas été sold out, en fait. Parce qu'il a tellement une aura autour de lui que... Ouais, je suis assez surpris. Faut peut-être penser aussi le groupe cible. Le public cible de Kendrick Lamar, ce sont des jeunes. Faut avoir les moyens. Comme je dis, je sais pas c'est à combien le ticket aussi. C'est ça aussi. Franchement, le prix était OK. Le prix était OK. Il restait des places à 50-60 € le vendredi. Donc genre la veille ou 2 jours avant. Je ne suis pas expert Kendrick Lamar, je ne fais pas partie de sa team comptabilité. Non, moi je suis très étonné. Après, on peut pousser la réflexion plus loin. Il y a eu Tyler, The Creator, pendant cet été aux Ardentes. J'imagine que si c'est le même public, qu'ils ont déjà payé pour l'un, ils vont se dire peut-être un peu moins d'argent, j'en sais rien. Moi, je vois vraiment un public jeune pour ça. C'est vrai que 50-60 €, c'est pas donné non plus. Il faut faire le déplacement à Anvers aussi. Parfois, c'est ça, c'est un peu chiant. Ou pas. Pas toutes les réponses, malheureusement. Ok, peut-être qu'on peut passer au blind test. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui. Quelqu'un On va Let's go, comme dirait les casques. Je vous donne des micros du coup. On fait encore une team alors. Que... Ah ouais, faut les micros. Ah ouais, mais du coup, on fait comment? Tac. Ah, waouh. Ouais, on va s'équiper. Oui, est-ce que Thomas, je te donne un micro ou est-ce que tu te débrouilles avec Stéphane et vous formez encore une team? On fait une équipe. C'est facile ça. Je change pas une équipe qui gagne. Hein, écoute. Bon. Ouais. Et du coup, ce sera en 10 questions. Le premier qui répond gagne. Et cette fois, peut-être faites un espèce de buzzer ou un tap, on lève la main quelque chose. Ouais. Une main levée, ouais, ça marche. Parce qu'il faudra que je pose la musique Attention pour à vous la faire main. répondre. Quoi. Ok. Ouais, allez. Donc, je lance ça. Oh, pardon. Playlist. Rap, c'est pour toi. Hein? J'espère que ça va pas être trop fort pour vous. J'ai Je peur. lance ça. Laylo. Oui. Il a bien levé la main en tout cas. Mais alors, c'est. J'ai pas suivi. Et désolé. puis, c'est un point pour l'artiste, un point pour le nom de la musique. Et c'est à que les Ouais. Ah, c'est Et on- Megatron. Ok. Non, 2 c'était points très pour rapide. l'équipe Stéphane Avec le tout Thomas. petit son très faible là, t'as reconnu. Lève la main quand même. Hein. J'écoute un peu beaucoup. Ça l'avait dans le chat. Prochaine. David Bowie. Terrible ce qui se passe. Si. C'est pas Ziggy Stardust ou. Terrible ce qui se passe. Non, attends, c'est Nirvana, The Man Who Stole the World, un truc comme ça. Yes. C'est une reprise de David Bowie. Donc, Oui, mais on a mis sa version de Nirvana. C'est ce qui compte. Ah, là, ça fait débat. Là, Ça va poser problème. On gagne quand même, c'est le principal.
Ils ont fait l'équipe. Je me demande si... Oui, Vraiment le les chat gens a l'air de la tête, d'entendre tu parce vois. qu'ils répondent. Super. Prochaine question. Et du coup, c'est à nouveau 2 points pour vous, donc vous êtes à 4. Hop. Damso et c'est Passion. Damso Passion, 6 points, vous êtes mauvais. Ils sont très bons aussi, hein. Il Ouais, faut pas non, toujours ils voir sont la très, très médiocrité. Ah, c'est vrai que vous avez un peu très mis Il faut une les deux reprise meilleurs dans la même originale. équipe, Ouais, donc bon. c'est compliqué. Prochaine. Oh, pardon. Hop. J'avoue que je compte sur Lisa, mais si elle ne l'a pas, elle ne l'a pas. Là, il y a du silence, là. On Non. n'entend pas, ouais. Gazo. C'est peut-être une intro qu'il y a au début. Ah, SCH. Ça, c'est un ex-écho. J'ai dit d'abord. mais De toute alors- façon, il faut la chanson. Si vous l'avez dit d'abord, c'est lui qui a le titre. Non, si t'as la chanson, t'as le point. Non, mais je cherche justement, mais j'ai pas assez entendu. fais J'ai écouter juste plus. reconnu la voix d'SCH. Je vais pas te mettre leur frein, ce serait trop J'ai simple. pas la musique. hein, je te- Moi non plus. hein. Juste sa voix parce que bon, elle est connue, mais. Non, j'ai pas le titre. Est-ce que dans le chat. Parano. Et dans le chat, ça ne l'avait pas, me semble-t-il. Si le chat l'a pas. On peut rien faire, quoi. Ah, c'est bon. 5e question. Et du coup, on va quand même vous mettre 6 à 1. Merci, Pour un peu merci plus pour d'écouter. l'honneur. Comment sympa, ça. Merci. Well, sometimes I go out by myself and I look across the Amy water Winehouse. C'est ça. Par Ouais. contre, le titre, je l'ai pas. Ah, le titre, je l'ai pas non plus. and I think of all J'ai the bugué pour things avoir son nom. On a laissé les 15 secondes légales. On le chat, on compte sur vous. Ah, t'as pas Le pris la chat plus n'a connue. pas hein. l'air Par de contre, j'ai l'avoir, l'artiste. Hein, Pour oh. l'instant. Oui, ça vous fait quand même votre 7e point. Vous voulez peut-être leur frein ou quelque chose comme ça? Essaye. Ah, making a fool out of me. Rosalie ou un truc comme Dire ça. le nom dans genre une seconde. Donc ça... Ah, c'est Valérie. Ouais. Oui, voilà. Un peu. Aïe, aïe, ça cafouille, ça cafouille. Je vais vous donner qu'un point. Je vais pas vous mentir. C'est honteux. Donc on est Avec à un point, je 7 serais déjà à content, 1. moi. Ouais, Je vous le un dis. point, toi, tu le veux, le point. Prochaine question, je pense Stéphane. Je suis pas sûre. C'est une bonne batterie, déjà. Tu peux avancer un peu. Hein. Je ne l'ai pas du tout. Personne. Laisse-la un peu tourner. Ah bah. Oh, mais allez, on est là pour la musique. On est là pour la musique. La musique, on elle n'est va pas non donner plus un là peu. pour faire strike le compte Twitch de Mammouth. Donc c'était Reckoner de Radiohead. Radiohead, j'avais retenu cette voix, mais Pourquoi tu l'as pas dit? parce que je voulais pas risquer, je voulais que tu la remettes un Risquer peu, quoi mais c'est vrai. Non, mais l'enjeu est très lourd, très 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 lourd. Bah oui. Prochaine question. Hamza. Et je connais pas le titre. Eh oh, doucement. hein. Non, je connais pas le titre. Tu connais pas le C'est titre? Hamza, c'est Hamza. Ça, le titre. C'est validé. Le chat Il a un là. peu dit Le ouais. chat là. Ah, mais le chat, pff, ils sont forts, quoi. Par contre, j'ai l'artiste. Hein. Un point. hein. C'est 8, hein, du coup. Ouais, voilà. Désolé. Hein. La prochaine, je sais pas si vous l'avez très honnêtement. Donc je vais le tenter. Personne ne l'a? Je sais pas. Happy Song de Bring Me the Horizon. Enchanté. Je l'ai tenté, je ne savais pas. Je n'étais pas On sûre. est vraiment pas très bon. hein. Et- Quelqu'un a le nom de l'artiste, mais c'est tout. Prochaine question, on est à la 9e question, donc l'avant-dernière. Et clairement, ils ont gagné. Ouais. Là, normalement, c'est de la rapidité. Mais... Dépêche Mode. Non. Ah, c'est vrai que ça ressemble au son des Depeche Mode. Ah, de Cure. Ah, bah oui, oui. Oui, pardon, oui. Le Tu nom vas de les la voir chanson? demain en plus. C'est honteux de ma part, exécrable là. Tu as le nom de la chanson?
Non. Non. Bah, là, je suis déshérité, c'est sûr, hein, par contre. Là, je ne dois même plus rentrer chez moi, c'est mort. So let's go to bed. Dur. Tu peux Enfin, dormir la chez moi, dernière. Stéphane. Non, ça va, Du arrête coup, tes avances, là, s'il te plaît. ça va me détester sur la dernière parce que je vous ai entendu dire tout à l'heure que vous pensez que c'était de la merde. Mais let's go. Jules. Ah, mais Booba, du coup, Booba, ouais. évidemment. Let's go. Et t'as le nom? Non, et j'ai pas envie de le savoir. Mais il l'a dit 4 fois depuis le début. Il est négatif quand Je même. vais m'en aller. C'est validé de Booba. Encore validé? Mais oui, 2 morceaux qui s'appellent validés dans le même quiz. Bon, vous avez gagné concrètement. 9. Félicitations. Merci. Écoute, oui. On gagne quoi, du coup? Et voilà, et les Ouais. gens se plaignent. Comment ça n'aime pas Allez. Booba? Non. Non. Mais les gens vous détestent. Comment ça n'aime pas Booba? Le Duc, c'est quoi cette histoire? Moi, j'aime bien Booba. Hein. Moi, Oui, bah, t'as quoi bien neuf, raison. quoi, en vrai. On sait, quoi. Ok. On le sait. Bon, bah écoute, voilà. Ouais, Je pense qu'on peut clore l'émission. ouais. Ça m'a vraiment plu, c'était sympathique. Ouais, moi hein. aussi. Tout à fait. Sympathique. Sympa. Très sympathique, oui. J'ai aimé partager un micro avec Thomas, en tout cas. Manquait Quelle juste un équipe, quand petit même, chips quelle ou quoi, parce qu'il commence à faire faim. Ah ouais. Petite bière, Ouais. je sais pas. En tout cas, merci à tous de nous Merci de avoir nous avoir écoutés, suivis, hein, écoutés. jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, si vous êtes restés vous êtes encore tout là. le long. Et on peut vous laisser profiter du match de Coupe du Monde. Hein. Ouais, la France ce soir. Aïe, aïe.